Donc, vous voyez bien mon écran? On voit bien ton écran, super. D'accord. Donc, l'idée, en fait, quand on a discuté avec les bobos, c'était de réfléchir, bah, tiens, comment est-ce que nous, en tant qu'indépendantes, ou à la tête de TPE, on peut aussi, ou à la tête, ou en tout cas employé dans une TPE, on peut aussi avancer dans notre business et le rendre plus cohérent par rapport à nos valeurs, ou en tout cas cohérent par rapport à ce que on doit faire pour réduire notre impact au niveau de l'environnement ou avancer sur les enjeux sociétaux. Alors, j'avais mis un slide pour vous expliquer en grosso modo d'où je viens. Moi, en fait, je ne viens pas du secteur de la RSE. J'étais responsable marketing, en fait, et spécialisée dans le-marketing pendant 11 ans. Et j'ai toujours été mettre des petites touches de verre discrètement, mais sûrement dans mon travail. Si bien qu'à force, en fait, mon patron m'a donné en charge la RSE. Donc, je faisais ça évidemment en plus de mon job de manager. Et j'adorais, enfin, voilà, c'est très, très important pour moi. J'ai lancé en même temps, en fait, We Are Heroes qui promet le mécénat de compétences. Et c'est un peu via là que Ludivine m'a découvert. Et puis, à un moment donné, ben, c'était vraiment plus important que tout. Et donc, je me suis lancée comme indépendante en accompagnement en RSE. Donc, vraiment aider les entreprises à réduire leur impact négatif et à créer quelque chose de plus positif et de plus égalitaire. Et donc, voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc, c'est vraiment important parce que pendant le confinement, j'ai rencontré beaucoup de bobos par écran interposé et puis aussi d'autres indépendants, des patrons de petites entreprises. Et pour la plupart d'entre nous, ce qui fait qu'on travaille et qu'on participe à un petit projet d'entrepreneuriat, un petit projet veut dire quand on est 10, 12, 15 personnes, c'est vraiment la passion qui nous tient. On se donne corps et âme dans la boîte où on travaille, que ce soit notre boîte ou que ce ne soit pas notre boîte. Mais je veux dire, vous êtes en connexion directe avec ce que le patron a envie de créer, de mettre en place. Et donc, en fait, en faisant notre travail, on réalise notre passion, on réalise notre vision du monde et la manière dont on a envie que les choses avancent. Et je sais qu'on en a déjà parlé, enfin, vous en avez déjà parlé avec Florence et Léo, c'est que c'est vraiment super important d'avoir défini, OK, c'est quoi notre vision, c'est quoi notre mission, c'est quoi nos valeurs, vraiment avoir une boussole qui nous guide et qui nous aide à définir comment est-ce qu'on veut développer notre entreprise, comment est-ce qu'on fait nos choix, comment est-ce qu'on positionne nos stratégies. Et donc, ces valeurs-là, en fait, elles sont vraiment nos boussoles dans notre entreprise. Sauf qu'en fait, le monde, il va vraiment super, super vite, donc c'est compliqué de concilier nos besoins en tant que personne, nos besoins en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse ou en tant qu'employé, avec la rapidité des changements, la technologie qui s'accélère et tous les enjeux qui sont derrière. Et puis, en fait, il y a la compétition aussi. Et il faut remporter des marchés, il faut être les meilleurs, il faut se distinguer, il faut générer des clients, il faut nourrir ses clients. Mais comment est-ce qu'on fait? Et moi, en fait, oups, attendez, oui. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est vraiment de réfléchir à votre entreprise, comment faire pour lui ramener aussi de la joie et de la fierté et vous recentrer sur la mission et les valeurs que vous avez eu envie de donner à votre entreprise ou que vous avez envie de donner à votre carrière. Donc vraiment que avoir son entreprise ou une activité professionnelle dans laquelle on peut exprimer pleinement ses valeurs, ça nous permet de nous rendre plus forts et plus fortes par rapport aux épreuves que l'on va forcément rencontrer. Désolée, c'est une fausse nouvelle. Et, euh, et aussi de savoir pourquoi est-ce qu'on le fait, comment est-ce qu'on le fait et comment est-ce qu'on peut dépasser. Ça permet aussi d'attirer plein de gens qui partagent notre vision. Et quand je dis attirer plein de gens, c'est vos futurs collaborateurs parce qu'ils vont être fiers et ils vont être motivés de travailler pour vous et qui sauront aussi pourquoi ça vaut la peine de faire ces heures supplémentaires, de dépasser des challenges, de dépasser certaines crises. Et puis aussi attirer des clients qui vont partager vos valeurs et qui vont préférer travailler avec vous que la qualité et la prestation identique, ils choisiront toujours un prestataire avec lequel ils sont le plus en phase. Et donc, pendant ce webinaire, je vais vous inviter à rendre votre entreprise un peu plus durable, un peu plus solidaire. Et pour y arriver, il n'y a rien à faire. Il faut quand même que je vous explique deux, trois choses. Et j'ai vraiment fait une sélection mais ultra drastique du contenu théorique. Je suis vraiment restée au minimum parce que je n'avais pas envie, évidemment, de vous saouler avec plein de chiffres, mais aussi, j'avais quand même envie de poser un peu la situation là comme elle est. Alors, la première situation, c'est ce chiffre-là, c'est moins 68%. Donc, depuis 1970, en fait, la biodiversité a chuté de 68%.
Ça veut dire qu'on a des espèces qui ont été irrémédiablement disparues, on ne les récupérera pas. Il y en a d'autres qui sont en très grand danger et leur survie se fait grâce à des programmes spécifiques dans des zoos, donc elles ne vivent plus en pleine nature. Et il y en a d'autres, en fait, les volumes de population ont très, très fortement diminué. Par exemple, en Belgique, on a quand même la chance d'avoir entre 52 et 55 000 espèces différentes. Donc, les espèces que vous connaissiez quand vous étiez petite, eh bien, en fait, vous allez les voir beaucoup moins. Ce sont les oiseaux qui étaient sur votre terrasse. Et puis, vous savez, quand on était petit, on passait son temps, je ne sais pas vous, moi en tout cas, j'ai fait cet acte criminel qui est de couper des vers de terre en petits morceaux parce qu'on m'avait expliqué qu'ils allaient se démultiplier. Qui est-ce qui a déjà fait ça? Ouais, il n'y a que moi qui ai fait ça apparemment. Non, vous avez toutes fait ça. Et bien, en fait, ça n'a pas marché du tout. Et ça n'a tellement pas marché, mais vous n'êtes pas les seuls responsables de ce déclin, c'est qu'il y a 88% des vers de terre, par exemple, qui ont disparu. Et là, les vers de terre, ils n'ont pas de chance parce qu'ils ne sont pas sexy, ils ne sont pas beaux, c'est pas joli comme une abeille. Et donc, on en parle moins, mais pourtant, en fait, ils sont hyper, hyper importants à notre survie. Parce que les vers de terre, ils permettent d'oxygéner le sol, ils permettent de découper en fait les déchets dans le sol en micronutriments. Ça permet d'avoir des récoltes qui sont de qualité et qui sont abondantes, et d'avoir des légumes et du coup des céréales qui sont à un prix accessible. Et donc, en fait, OK, un ver de terre, c'est pas sexy comme une abeille, mais par contre, sa présence est vraiment super importante. Donc, je trouvais ça vraiment important de garder en tête 68%, c'est juste un chiffre qui est énorme. En Belgique, on se stabilise un peu, mais la situation sur les terrains agricoles est juste mais, catastrophique. Un autre élément qui est vraiment, j'avais envie de vous parler, c'est est-ce que tout le monde a déjà entendu parler de l'empreinte carbone? Oui. Oui. Eh bien, en fait, cette empreinte carbone, chez nous, on est à 13 tonnes. Donc, c'est pour tous les habitants en Belgique. On a calculé quelles étaient les émissions CO2 pour la Belgique. On l'a divisé par la démographie et on arrive à 13 tonnes. Et 13 tonnes, en fait, c'est sans compter tous les produits qu'on ne fabrique plus en Belgique, mais qu'on fabrique en Chine, mais qu'on consomme quand même. Et si on les comptait, il faut rajouter 3 tonnes en plus. Donc, ça fait 16 tonnes de CO2 par an. OK, d'accord. Donc, globalement, on utilise 3 tonnes pour se nourrir, 2 tonnes pour se déplacer, un peu plus de 2 tonnes pour se chauffer, 2 tonnes pour nos loisirs, etc. Donc, jusque-là, ben, entre guillemets, tout va bien, sauf que notre Terre, vu le nombre d'habitants qu'on est, eh bien, pour être en équilibre, elle ne supporte qu'une consommation de 2 tonnes par habitant par an. Donc, quand vous êtes à 13 ou à 16 tonnes et que normalement, vous devriez être à 2 tonnes, on génère en fait un déséquilibre énorme. Plus un pays est riche et plus ses habitants consomment et donc plus ils émettent de CO2. Et donc, c'est un problème parce que le CO2, il génère une augmentation de la température qui fait changer le climat, fait fondre les glaciers, fait fondre la banquise, fait réchauffer les océans. Et donc, ben, vous en avez a priori déjà entendu parler, ça génère énormément de dérèglements. D'accord? Et donc, aujourd'hui, on a une fenêtre de 10 ans pour réduire vraiment de manière drastique, d'aller vers de la sobriété pour pouvoir limiter les dégâts. Et donc, l'objectif d'ici 2030, c'est de descendre à 6 tonnes, comme vous le voyez sur le graphe, donc l'objectif de 55%. Et puis, à terme, il faudrait quand même qu'on descende à du 2 tonnes de CO2 par personne. Donc, en gros, il y a un gros, gros effort qu'on doit arriver à faire. Ensuite, ben, là, je vous ai fait un truc un peu pas cool, mais je trouve que quand on parle de développement durable ou quand on parle de changement climatique, on parle énormément justement de l'environnement, mais on ne parle pas forcément de tout ce qui est disparité sociale. Or, c'est vraiment super important. C'est un des piliers indispensables vers le retour à l'équilibre par rapport à la situation planétaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, un Wallon sur 5 est dans un état de pauvreté. Et c'est, j'étais moi-même super choquée par ce chiffre. Une personne sur 5, enfin, je veux dire, ici, en fait, nous sommes 5. Il y a une personne de nous qui, elle est potentiellement, est en état de paupérisation. Alors, j'ai choisi, évidemment, j'ai été un peu manipulatrice sur ce coup-là. Je vous ai pris une photo d'enfant. J'aurais pris prendre une photo d'un sans-abri qui était beaucoup moins, qui générait beaucoup moins d'empathie. C'est juste que c'est super important d'y penser aussi dans ce sens-là, parce que il y a de plus en plus de gens qui travaillent, ils sont en couple, ils travaillent tous les deux, et malgré tout, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Alors, on va avoir des jugements parfois un peu à l'emporte-pièce sur le pourquoi du comment ils sont dans cette situation de paupérisation. Je pense que peu importe, parce qu'on ne connaît pas la situation qui est derrière, mais surtout dans ces familles, il y a des enfants. Et ces enfants, en fait, ils sont invisibles. Et c'est à nous, notre devoir en tant qu'adultes, de développer une société où tout le monde a accès, en fait, à l'éducation, à la santé, à l'alimentation et au bien-être. Donc, j'ai vraiment voulu choisir 3 données importantes qui
globalement trace un peu la situation, le portrait d'où on en est. Et donc, après ces 3 faits qui sont pas très réjouissants, je vous donne quand même 3 informations qui vous donnent du baume au cœur et qui vous disent: «OK, il y a quand même moyen de s'en sortir». Le premier, c'est je vous présente, Pablo Servigne et Pablo Servigne avec Gauthier Chapelle, ils sont, des auteurs de livres, notamment autour de la collapsologie, mais ils ont aussi mis en évidence une autre loi de la jungle. Parce qu'on dit toujours, la loi de la jungle, c'est le plus fort qui mange, qui consomme les plus faibles. Ici, en fait, c'est vraiment, bah, c'est l'entraide. Et qu'est-ce qu'ils ont observé? Ils ont fait le tour de plein d'études différentes. Ils se sont rendus compte qu'en situation de catastrophe, de sécheresse et de famine, les animaux des différentes espèces, ils s'entraident au lieu de s'entretuer. Parce qu'en fait, ils ont conscience de l'importance de créer, garder quand même un écosystème plus ou moins stable. Et au niveau des êtres humains, en fait, on s'est rendu compte que si on analyse différentes sociétés, on se rend compte que dans certaines sociétés, les très riches, les gens qui ont de l'opulence, s'ils privilégient la contribution avec les autres personnes de leur village, les autres personnes qui sont en difficulté, s'ils essayent de créer du bien-être dans leur société, alors ils deviennent encore plus riches et tout leur écosystème devient plus riche avec eux. Donc, c'est ce qu'on appelle vraiment je ne tombe plus sur mes mots aujourd'hui, j'ai l'air maline en fait. C'est vraiment une putain, un cercle vertueux, voilà, Un pardon. symbiose, quoi. Merci pour l'aide par télépathie. Tandis que dans nos sociétés européennes et même occidentales, où il y a énormément d'inégalités, énormément de disparités, on voit en fait, ce qui se passe, c'est que les riches, en fait, ils sont généralement, ben, désolé, alors je vais utiliser un peu un jugement à la portugaise, mais plus égoïstes. On partage moins, il y a moins de solidarité sociale, il y a moins d'entraide. Ces disparités sociales, elles se renforcent, ça crée beaucoup plus de perturbations et en fait, non seulement l'ensemble du système s'appauvrit, mais les riches, en fait, ils s'enrichissent beaucoup moins vite. Et donc, en gros, c'est super important de réfléchir qu'en termes de partage et de collaboration, si ensemble, en fait, on crée du lien, si ensemble, on s'entraide, eh bien, en fait, ça sert à un cercle vertueux qui bonifie sans cesse et qui nous permet de monter. Et donc, je pense que ce livre, je vous invite à le lire, il est passionnant et il est plein d'espoir. Il y a cette deuxième information que j'avais envie de partager avec vous, c'est la manière dont on voit le business avant versus maintenant, comment est-ce qu'on envisage le business. Et donc, avant, et quand je dis avant, c'est les années, jusqu'aux années 70, 80, et c'est un peu, ça manque de finesse que je vous dis ça, mais globalement, en gros, c'était avant, on fracassait du business, et puis les entreprises regardaient, donc regardez le schéma de gauche, parce que je pense que vous ne voyez pas ma souris, le business était fait pour générer des dividendes pour les actionnaires et avoir des clients, et donc vendre aux clients. En gros, c'était vraiment les deux parties prenantes dont on s'intéressait avant. Tandis qu'aujourd'hui, en fait, les entreprises, de plus en plus d'entreprises qu'on appelle les purpose-driven business ou les conscious business, et là, j'ai traduit par entreprise responsable, elles vont regarder les choses avec un scope beaucoup plus large. Donc, un peu comme tout à l'heure, quand je vous disais, dans le cercle vertueux, elles se rendent compte de toutes les parties prenantes qui sont autour d'elles, donc ça veut dire leurs clients, leurs collaborateurs, leurs fournisseurs, les personnes dans lesquelles l'entreprise est installée. Et du coup, elles vont développer en fait une autre manière d'envisager les choses. Et donc, évidemment, elles doivent générer du profit, mais elles vont aussi beaucoup plus travailler sur leur raison d'être. Elles vont développer un leadership en interne comme en externe. Et aussi, elles vont développer beaucoup d'importance, vont donner beaucoup d'importance à la culture d'entreprise. Et ça leur permet, pourquoi est-ce qu'elles font ça? Parce qu'en fait, ça leur permet d'être beaucoup plus fortes, d'être beaucoup plus résilientes au changement et d'avoir un positionnement qui est tellement clair par rapport à leurs partenaires et notamment par rapport à leurs clients, que du coup, elles se distinguent. Et si vous voulez, c'est comme si c'était un argument marketing. Alors, ce n'est pas qu'un argument marketing, mais ça sert aussi d'argument marketing, ça permet de sortir du lot. Et alors, ce slide-ci, en fait, c'est un slide qui est tout frais. Ce matin, j'ai suivi la conférence de Conscious Consumption. Et ils avaient ce slide-là, je me suis dit, ah, il est beaucoup mieux que le mien. Et donc, je me suis permise de leur emprunter, et parce qu'il exprime exactement ce que je voulais montrer. C'est que le développement durable en entreprise, en fait, c'est ultra rentable. Et si, en fait, c'est la représentation d'une étude qui a été faite en Angleterre, ils ont pris des groupes d'entreprises qui sont très performantes en matière de RSE. Donc, le ESG que vous voyez, c'est pour gouvernance, environnement et société. C'est des entreprises qui scoraient très, très fort en développement durable et sociétal. Et puis, ils ont comparé des entreprises qui étaient très faibles en termes d'investissement social et environnemental. Ils les prennent en 1992 et regardent, tiens, pour $1 investi,
qu'est-ce qui se passerait, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Et aujourd'hui, on voit en fait que les entreprises qui se sont investies dès le début beaucoup plus fort dans tout ce qui est développement durable et développement social, elles valent en fait, mais beaucoup plus, quoi. En fait, elles valent 50% de plus que les entreprises qui ne l'ont pas fait. Et donc, ne pas faire de développement durable, c'est rentable. Hein, je ne suis pas en train de vous dire le contraire. Il y a moyen de gagner des sous. D'ailleurs, il suffit de regarder toutes les entreprises qui fonctionnent pour le moment, qui polluent ou qui s'intéressent peu en fait de leur impact. Ça ne leur empêche pas de faire du profit. Par contre, si vous faites du développement durable, si jamais vous vous inscrivez dans une ligne qui est beaucoup plus respectueuse, vous allez faire beaucoup plus de profit. Et donc, c'est une question de choix. À vous de voir ce que vous préférez. Ensuite, la question c'est, OK, d'accord, on a compris, la situation est peut-être un peu complexe, il y a des atouts de faire du développement durable, mais vous, pourquoi est-ce que vous pourriez faire du développement durable? Et donc, voilà les raisons pour lesquelles vous devriez le faire. En fait, faites-le parce que ce sont dans vos valeurs à vous, vos valeurs fondamentales. Faites-le parce que vous avez envie que votre business il soit cohérent par rapport à ce qui est important pour vous. Faites-le par rapport à votre boussole parce que ça vous nourrit. Du coup, j'en profite pour vous présenter en fait Frédéric Fabry, qui est le monsieur le plus à droite avec le moins de cheveux. Et j'ai eu justement au téléphone la semaine dernière, c'est le directeur de Sagedis, qui est en province de Liège. Il a atteint du TPE de 5 collaborateurs, donc ce n'est pas une très grosse boîte. Et c'est une entreprise qui est spécialisée dans l'événement de travail. Cette année, cette entreprise va distribuer 1000 kits aux sans-abri de Liège et de Bruxelles. En fait, c'est une action qui a commencé il y a 3 ans. Donc, il y a 3 ans, il y a Frédéric Fabry, il est rentré dans le bureau. Il a dit à son équipe, allez les gars, voilà ce qu'on va faire. On va acheter des chaussettes et on va les distribuer aux sans-abri. La réaction du personnel, enfin, de l'équipe a été, OK, qu'est-ce qu'il a encore comme idée? Et donc, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise sa spécialité, donc, qui est d'identifier des vêtements de travail et de les distribuer. Il utilise l'expertise de son métier pour les mettre au service de plus d'égalité sociale. Il est parti du principe que les personnes sans abri, elles ont besoin de vêtements pour supporter l'hiver, mais qu'en fait, le matériel qui leur est mis, c'est du matériel qui a été acheté au plus bas prix possible parce que les associations n'ont pas d'argent. Et donc, la qualité est vraiment pas bonne. Il l'exprime d'une autre manière qui est beaucoup moins élégante. Et donc, il s'est dit, moi, dans mon entreprise, j'ai accès à une fourniture de super bonne qualité à prix d'usine. Et il suffit que je l'achète à prix d'usine. Je ne fais pas de marge, mais ce n'est pas grave, je les donne. Et donc, en fait, cette action, elle a d'abord été financée à 100% par Sagedis. Et maintenant, en fait, ils font des partenariats avec d'autres entreprises pour rassembler encore plus de fonds et donner encore plus d'ampleur à l'action. Et donc, en 2020, donc cette année-ci, ils vont distribuer 1000 kits de chaussettes, de sous-vêtements, etc. Et donc, si jamais votre entreprise est intéressée de les soutenir, ils cherchent en fait d'autres entreprises qui ont envie de les soutenir pour pouvoir monter à plus de 1000 kits, à 2000 kits d'ailleurs. Et donc, en fait, au départ, donc c'est vraiment, il ne le fait pas parce que ça va générer des clients. Il dit, je ne pense pas que ça me génère des clients et de toute façon, je ne calcule pas. Je le fais parce que je le fais pour moi. En fait, ça coûte à mon entreprise. Et j'ai toujours été sensible à la précarité avec les scouts, puis avec l'action Thermos sur Liège. J'avais besoin de passer en action et je me suis dit que mon entreprise pouvait le faire. Je pouvais le faire, alors je l'ai fait. Évidemment, ces salariés sont super contents et sont assez fiers en fait, de travailler pour cette action-là. Et pourquoi ça ne lui ramène pas client? Il dit, en fait, c'est parce qu'avant, je ne voulais surtout pas, mais surtout pas que les gens sachent que ça, j'ai dit, c'était derrière. Parce que je ne voulais pas que les gens pensent que je le fasse pour de la récupération commerciale, etc. Non, je le fais parce que c'est important pour moi. Et donc, c'est la première année où, l'année dernière, ils ont commencé déjà un peu à en parler. C'est vraiment la première année où ils communiquent vraiment que c'est Sagedis qui est derrière l'action, tout simplement parce qu'il veut rallier d'autres entreprises avec lui. Et donc, il dit, pour ça, il faut qu'il n'y ait rien à faire. Quand tu es un patron, tu as une entreprise, c'est plus crédible d'aller chercher d'autres entreprises qui auraient envie de le faire. Donc, si jamais dans les WOWO, il y en a qui ont envie, qui sont sensibles à ces enjeux-là, ça, j'ai dit, se recherche en fait des fonds pour pouvoir acheter plus de matériel et distribuer à beaucoup plus d'entreprises. Ils ont fait plein d'autres choses en fait. Ils ont aussi envoyé du matériel pendant le Covid, le confinement, parce que les sans-abri se retrouvaient vraiment dans un hyper grand dénuement. Ils ont même donné des masques en fait aux CPAS parce que les CPAS étaient dépassés et que le gouvernement n'arrivait pas à fournir. Ils ont dit, nous, on a des masques, allez, c'est bon, tenez, prenez-les. Donc, c'est un engagement sociétal qui est vraiment important et j'avais envie de vous donner un exemple hyper concret de ce qu'on peut faire. Et alors, sinon, faites-le aussi pour vos collaborateurs. Aujourd'hui, il y a 90% des millennials qui disent, moi, je vais favoriser un travail qui apporte du sens et qui répond à mes valeurs. Alors, 90% des millennials se disent, oui, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que les millennials, donc la génération Y et Z, aujourd'hui, c'est la majorité des gens qui sont sur le marché de l'emploi.
qui sont plus nombreux que la génération X et que les baby boomers. Donc, c'est une manière importante de les attirer. Et donc, créer un business qui est durable et solitaire, c'est vraiment une manière de renforcer la motivation en fait, et la résilience de vos collaborateurs. Et quand on a une TPE et même une PME, ben, en fait, on a besoin d'avoir des collaborateurs qui sont super investis dans l'entreprise. Et donc, je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut pas se permettre forcément de faire de l'impasse. Et puis, alors, la troisième raison, ben, je vous ai déjà dit, c'est rentable en fait du faire du développement durable. Euh, Parce que de toute façon, le développement durable, le but du jeu, c'est quand même de générer de l'argent. Ce n'est pas contre ça. On n'est pas là forcément pour faire purement du caritatif, mais c'est important. Et en fait, à partir du moment où vous investissez dans une stratégie de développement durable, que vous le communiquez, que vous racontez en fait à vos consommateurs le chemin que vous êtes en train de prendre, vous n'êtes pas obligé d'être parfait, c'est vraiment le chemin que vous êtes en train de prendre pour y arriver. En fait, les consommateurs, ils vont vous préférer. Et en fait, il y a encore une étude, donc c'était 69% des consommateurs sont prêts aujourd'hui, donc ce sont des consommateurs belges, et on est dans une étude qui date du mois d'août 2020, donc juste maintenant, elle est post-Covid, qui disent, ben non, moi je suis vraiment d'accord de payer plus cher pour un produit qui est éthique, un produit qui est bio, un produit qui est durable. Je trouve que ce n'est pas normal que je doive payer plus cher, mais de toute façon, je suis quand même prêt à le faire. Donc, c'est vraiment un levier, en fait, pour vous distinguer par rapport à la concurrence et pour générer l'adhésion de vos consommateurs par rapport à votre produit et à vos services. OK. Mais du coup, ça fait un moment que je parle du développement durable, mais je ne vous ai pas forcément dit, oui, mais c'est quoi exactement le développement durable? Donc, le développement durable, on parle des 3 P du Profit, People and Planet, et c'est John Elkington qui les a sortis en 1990, ça l'a rendu super célèbre. Et qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il dit en fait, le développement durable, c'est quand on développe une société qui évidemment génère du profit et en même temps prend soin de la planète, respecte les limites de la planète, donc ne détruit pas ses ressources et participe à sa régénération, mais aussi prend soin de la population et favorise en fait l'égalité sociale. Alors, l'année dernière, il a dit, mea culpa, en fait, mon modèle des 3 P, il n'est pas juste du tout. Parce que ça a servi d'excuse aux entreprises pour dire, ben, on ne va pas investir dans le développement durable parce qu'en fait, ça ne génère pas de profit. Comme ça ne génère pas de profit, alors on ne le fait pas. On le fera quand ça générera du profit. Alors qu'en fait, il faut le faire et ça génère du profit. Et donc, il a rajouté à ces 3 P les 3 R pour responsabilité, régénération et résilience. Et donc, on est sur un modèle plutôt à 6 piliers, cette petite histoire. Vous avez peut-être déjà aussi entendu parler des objectifs de développement durable de l'ONU. Et donc, en fait, en 2015, l'ONU a fait un très grand consortium pour identifier c'était quoi les gros enjeux qu'on avait au niveau planétaire. Ils en ont identifié 17. Ils ont donné des targets. Ils disent, ben, voilà ce qu'on doit atteindre d'ici 2030 pour sauver le monde. Je ne vais pas avoir le temps d'aller à travers ces 17 objectifs, c'est parce que je trouvais ça important que vous les connaissiez, au moins que vous éveilliez votre curiosité. Vous pouvez tabler objectif développement durable sur Google et vous verrez, il y a énormément de documentation et vous comprendrez en fait c'est quoi, ça vous permet de comprendre c'est quoi les plus gros challenges que l'humanité doit relever d'ici 2030. D'accord. Et donc, du coup, on va parler de développement durable, mais pour l'entreprise, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en fait, quand on parle d'entreprise, vous allez souvent entendre parler de RSE. La RSE, c'est en gros comment est-ce qu'une entreprise intègre le développement durable dans sa stratégie. Et donc, quand on va parler de RSE, on va parler de GES. On dit, ah, encore des acronymes. Mais oui, mais les gens, ils aiment bien faire des acronymes. Et en fait, les piliers de la RSE dans une entreprise, c'est la gouvernance, l'environnement et la société. Et donc, parce que ce n'est pas forcément très, très, très limpide ce qu'on veut entendre par gouvernance, environnement et société, je propose ceci. Donc, concrètement, la gouvernance dans une entreprise, ce serait la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que je peux prendre des décisions dans mon entreprise pour avoir plus d'efficience, pour avoir plus de qualité, plus de transparence et mieux intégrer mes parties prenantes. Et donc, ce sont toutes les processus, toutes les règles, toutes les bonnes pratiques que vous allez mettre en place pour éviter la fraude fiscale, pour éviter les accidents, pour protéger les données confidentielles, par exemple pour générer l'équité. Tiens, quand est-ce qu'on peut licencier quelqu'un? Quelles sont les règles qui font qu'on licencie quelqu'un? Qu'est-ce qui font les règles que, ben, non, ce n'est pas juste, ce n'est pas équitable de le faire. Pourquoi est-ce qu'on peut licencier quelqu'un? Comment est-ce qu'on gère les salaires? Qui est-ce qui a droit à une augmentation de salaire? Qu'est-ce qui permet une augmentation de salaire et comment est-ce qu'on est sûr que cette augmentation de salaire, elle est équitable et qu'elle n'est pas en fonction
soit, je sais pas, du sourire, la couleur des cheveux, de la vitesse dans laquelle on monte les escaliers, etc. Ensuite, bah tiens, c'est quoi l'environnement quand on est dans une entreprise? Bah, la question qu'on se pose en entreprise, c'est tiens, comment est-ce qu'on réduit notre impact sur la nature et comment est-ce qu'on va faire pour régénérer ce que nous, on abîme aujourd'hui? Donc, on va dire, bah, tiens, déjà, c'est quoi l'impact environnemental de notre entreprise? Qu'est-ce qu'on pollue? Comment est-ce qu'on peut réduire notre consommation de ressources naturelles? Comment est-ce que je peux protéger les ressources de la région dans laquelle je suis implémentée? Comment est-ce que je peux favoriser l'égalité sociale pour mes fournisseurs et leurs familles? Par exemple, si je suis producteur de chocolat ou producteur de café, ou si jamais je suis dans la distribution de vêtements, comment est-ce que je peux faire pour que mes fournisseurs, eux aussi, ils vivent dans la meilleure qualité de vie possible? Et comment est-ce que je peux aider les organisations qui protègent les personnes fragilisées qui peuvent être en relation avec mon business? Est-ce que je suis passée sur… Attendez, je me trompe pas. Et puis, concernant le S, donc c'est vraiment au niveau social, comment est-ce que je fais pour que mon entreprise, elle développe l'égalité sociale? Donc, ça veut dire, comment est-ce que je peux développer une entreprise qui est équitable, par exemple, pour les hommes et pour les femmes? Comment est-ce que mon entreprise favorise l'inclusion? Et qu'est-ce qu'il y a comme diversité, en fait, dans mon entreprise? Comment est-ce que je peux, avec mon activité, favoriser l'égalité sociale dans ma région? Comment est-ce que je peux lutter pour l'accessibilité à l'emploi? Comment est-ce que je peux faire pour favoriser le maintien dans la vie scolaire? Comment est-ce que je peux favoriser l'égalité sociale chez mes fournisseurs? Comment est-ce que je peux aussi aider les autres organisations qui aident les personnes fragilisées, par exemple les personnes qui ont des difficultés au niveau travail, qui sont porteuses de handicap, etc. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que le développement durable, il s'accroche à votre raison d'être, au pourquoi, à vos valeurs par rapport à votre entreprise. On a vu les enjeux de manière très, très, très spécifique sur 3 points. J'ai montré en fait les bénéfices, en tout cas les leviers qui permettent quand même d'avoir de l'espoir et de voir les choses de manière positive. Et puis, on vient de faire un petit tour de théorie sur c'est quoi le développement durable en entreprise, c'est quoi la RSE, c'est quoi ce qu'on appelle la GES, donc la gouvernance, l'environnement et la société. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour passer à l'action? Pour passer à l'action, il faut d'abord commencer par analyser et essayer de comprendre ce qui se passe. Et donc, j'ai fait l'exercice pour WoWo, parce que vous connaissez tous WoWo, en tout cas tous plus ou moins. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais vous présenter, et vous m'excuserez, mais il y a un petit bonhomme qui se promène, il n'aurait pas dû être là, ce qu'on appelle la cartographie des flux. Alors, la cartographie des flux, c'est un outil qu'on utilise en bilan carbone et qui est vraiment super chouette parce qu'il permet de visualiser les flux d'impact que notre entreprise est là. Et donc, voilà ce que ça donnerait si jamais on travaillait chez WoWo. Alors, chez WoWo, elles sont dans une entreprise, elles ont leur bureau, et forcément, c'est une entreprise qui a de l'électricité pour faire fonctionner la lumière, les ordinateurs. Elles se lavent les mains, elles vont aux toilettes, enfin, je le suppose, j'espère. Elles se chauffent et elles trient leurs poubelles. Donc, elles ont un premier impact. Ensuite, eh bien, en fait, il y a beaucoup de choses qui se font en ligne, notamment ce webinaire, etc. Elles envoient aussi des newsletters. Et donc, en fait, il y a tout un impact sur les data centers. Alors, j'ai décidé que vous étiez hébergé à Paris. Et donc, en fait, globalement, c'est tout ce que vous produisez quand même énormément de contenu digital. Et ce contenu digital, il a un impact. Et donc, forcément, pour pouvoir faire tout ce travail, eh bien, en fait, il faut que les collaborateurs, les collaboratrices de WoWo arrivent au bureau de chez WoWo. J'ai décidé que, alléluia, vous venez en voiture, mais surtout en vélo et grâce au transport en commun. Et puis, ce qui est, c'est que de temps en temps, vous avez quand même besoin de faire venir des camions. Et les camions, ils apportent toutes vos fournitures, les nouveaux PC, les nouvelles caméras, le papier, les crayons et tout le matériel, en fait, dont vous avez besoin pour faire fonctionner chez WoWo. Mais chez WoWo, ce n'est pas la seule chose que vous faites. En fait, vous organisez aussi des événements. Du coup, le petit bonhomme là, qui arrive, et vous faites venir des orateurs. Et j'ai décidé, avec un énorme cliché, que les orateurs, ils vivaient au-dessus de leurs moyens et qu'ils avaient une voiture de sport. Et puis, alors, évidemment, il y a toutes les WoWo qui décident de participer aux événements et qui vont venir en voiture et en transport en commun. D'accord? Et puis, pendant cet événement, vous allez consommer de l'électricité, vous allez consommer du chauffage, vous allez consommer de l'eau et forcément, vous allez produire des déchets. Et donc, comme ça, vous voyez en fait tout le flux de l'activité de WoWo de manière assez simpliste et dessinée. Et ça permet de comprendre un petit peu, waouh, ok, on fait quand même tout ça. Et on est sur une entreprise de service.
Imaginez que votre entreprise fasse de la transformation, ben forcément, la partie gauche, la partie transport, elle est beaucoup plus forte. Et puis la partie de droite, où vous allez livrer vos produits, la vie de vos produits et la manière dont vous allez recycler vos produits, ça va avoir encore plus d'impact. Et donc, c'est vraiment chouette de le faire. Alors, évidemment, c'est important parfois aussi d'être accompagné par rapport à ça, parce que souvent, en fait, j'entends, oui, mais nous, on est une entreprise de service, ou oui, mais nous, en fait, on fait du télétravail, donc notre impact d'entreprise est plus ou moins égal à zéro. Parce que la majorité des gens ne se rendent pas compte, en fait, de l'impact que a leur activité numérique sur la planète. Or, en fait, l'activité numérique, elle pollue autant, en fait, que l'aviation. Donc, si on prend le cycle de vie de la création, donc l'extraction de minerais, la création de PC ou de téléphones, d'utilisation, puis la fin de vie de nos ordinateurs, etc., eh bien, en fait, tout ça, ça pollue plus que toute l'aviation tout entière. Donc, et c'est un domaine parmi tant d'autres. Il y a plein d'autres domaines qu'on sous-estime en termes d'impact et qui valent la peine d'être calculés. Alors, je vous propose un deuxième outil. Et le deuxième outil, je vous le fais comme ça parce qu'en fait, j'ai un peu usé mon truc. C'est ce qu'on appelle les parties prenantes. Une autre manière donc de regarder en termes d'impact, c'est de se dire, bah, tiens, je vais partir du point de vue des autres. Et les autres, ce sont toutes les personnes que vous impactez au fur et à mesure de votre activité. Il y a vos clients, il y a vos collaborateurs, mais il y a aussi les habitants près de qui vous habitez, les collectivités qui sont autour de votre entreprise, il y a la banque avec qui vous travaillez, d'autres actionnaires qui peut-être vous financent, il y a le gouvernement. Alors, quand je parle de gouvernement, je parle de votre bourgmestre, le responsable de la province, le responsable de la région, du fédéral, l'Europe, etc. Et donc, tout cet ensemble de personnes qui ont un impact sur leur activité, mais sur lesquelles vous aussi avez un impact sur leur vie, eh bien, en fait, c'est ce qu'on appelle les parties prenantes. Et il y a un exercice, on n'aura pas le temps de le faire aujourd'hui, celui-là, on va faire l'exercice du flux. Eh bien, en fait, faire l'exercice de se poser la question de quelles sont leurs attentes et quels sont leurs besoins par rapport à votre activité, ça permet vraiment aussi un peu de réfléchir, bah, tiens, et du coup, moi, mon activité, comment est-ce que je fais pour l'améliorer et lui donner un impact encore plus positif, réduire en fait les nuisances que je peux provoquer et renforcer en fait les aspects positifs que je peux générer pour eux. Et donc, ce que je vous propose, c'est à votre tour de dessiner votre flux. Donc, je vous invite à prendre une grande feuille de papier, la plus grande possible, de prendre vos crayons et pour que ce soit plus facile, je vous laisse quand même la copie des WOW. Et donc, je vais attendre que vous ayez votre petit papier devant vous. Je vois que Ludivine prend son papier, Valérie aussi. Diane, tu peux le faire, hein, même si tu as déjà la copie devant toi. Et donc, je vous propose de commencer par l'endroit où vous travaillez le plus souvent, ou l'endroit où l'ensemble des membres du personnel sont en fait dans votre entreprise. Une fois que vous avez fait en fait l'endroit où vous travaillez, et forcément il y a toujours, enfin il y a la base, hein, l'électricité, le chauffage, l'eau et les poubelles. Il y a aussi tout ce qui est transport des gens qui viennent à votre entreprise. Mais peut-être que vous, votre activité, elle génère aussi la production des produits en soi. Et donc, par exemple, Camille t'a dit que l'entreprise où tu travaillais, c'était de la production de programmes. C'est juste, hein? Et donc, en fait, toute la réflexion est de se dire, ben, tous ces programmes que vous créez et que vous mettez à disposition de vos clients, chaque fois que vos clients vont les utiliser, ils vont faire appel à des ressources dans des serveurs, en fait. Et ces serveurs, ils fonctionnent à l'électricité et au mazout. Donc, ça a un impact. Et donc, tout réfléchir en termes de réduction d'impact de ces programmes, c'est aussi une manière de réfléchir en matière d'environnement. Donc, c'est ce qu'on appelle de l'éco-design. Donc, on crée du UX, donc de l'ergonomie pour nos utilisateurs, mais on réduit aussi au maximum l'impact pour l'environnement. Donc, c'est toute une manière de réfléchir autrement, la manière dont on va designer un produit pour tenir compte des différentes parties prenantes.
Donc ça aussi, bah, tiens, où est-ce qu'on va héberger tous nos programmes? Est-ce qu'on prend le serveur le moins cher ou on essaie de trouver le serveur le plus vert qui soit, tout en sachant que c'est un challenge à soi tout seul. Comment est-ce qu'on fait pour augmenter la durée de vie de nos PC, de nos mobiles, pour pouvoir réduire? Comment est-ce qu'on fait pour favoriser le transport doux, etc. Je vous laisse faire. Je vous laisse 5 minutes, faites des dessins simples, hein. Et après, je propose qu'il y en ait une d'entre vous qui explique en fait son propre flux au reste des participants. Vous me dites quand vous êtes prête. Camille, tu es déjà prête? Ouais. Est-ce que ça te dit de nous présenter ton flux? Ah, je suis pas sûre, mais ouais, je veux bien. Ah oui, non, on est bien d'accord, hein, mais ça ne tracasse pas, il y a pas d'obligation. C'est juste, en grosso modo, nous l'expliquer un peu. C'est pas très joli, enfin, je sais pas, on voit rien en fait. Ah mince, à cause de mon. Je vais essayer de l'enlever. Ouais, raconte-le nous peut-être sinon. Ok, bon. Alors au milieu, donc Attends, j'ai. peut-être, ça va, c'est OK pour toi, Ludivine, si Camille nous raconte déjà son flux? Ok. Donc au milieu, j'ai mis notre. Donc le. J'ai oublié comment on dit headquarters. Le siège de l'entreprise, donc qui est aux Pays-Bas. Oui. Mais on a aussi un bureau à Wemmel. Donc on a 3 bureaux. On a un Wemmel, un à Delft aux Pays-Bas et un à Kuala Lumpur, donc en Malaisie. Donc on a déjà 3 locations, c'est pas très chouette pour l'environnement, je suppose. Et les gens ont tendance à aller d'un bureau à l'autre de temps en temps. Donc déjà on a ça. Au niveau des collaborateurs, donc il y a beaucoup de gens qui viennent en vélo, parce qu'on est aux Pays-Bas, mais à Bruxelles, c'est dans un zoning à Wemmel, donc ils viennent tous en voiture, ça je sais. Beaucoup de gens qui viennent en transport aussi, je suppose. Puis on a énormément de consultants qui travaillent pour aider les clients à implémenter les logiciels. Donc ça aussi, ça fait beaucoup d'allers-retours de consultants qui eux-mêmes ont des bureaux, des agences digitales, que ce soit aux Pays-Bas ou en Belgique.
Évidemment, on a énormément de fournitures, donc du mobilier, des ordinateurs. On a même un studio aux Pays-Bas pour tout ce qui est production de vidéo marketing, etc. Des téléphones pour les commerciaux. Qu'est-ce que j'ai mis? On organise aussi des événements, donc on a des orateurs qui doivent venir, qui viennent aussi, je suppose, en voiture assez, voilà, parce que ça peut être des journalistes assez connus, etc., des musiciens parfois. Et tous les clients ou potentiels clients qui viennent aussi en voiture, la plupart du temps. Et on a, voilà, j'ai oublié de dire ça, un serveur cloud qu'on héberge nous-mêmes, je ne sais pas où, peut-être à Paris, pour tous les utilisateurs de tous les logiciels. Ça représente énormément de flux, je suppose. Et puis, la production des logiciels en eux-mêmes, donc avec des développeurs qui utilisent donc, des ordinateurs spécifiques, du matériel spécifique à eux. Voilà, je pense que c'est tout. Ouais, c'est déjà pas mal, hein. Ouais. Merci beaucoup. Ludivine, est-ce que tu veux le partager avec nous? Oui. Bon, je suis partie de moi, en fait, en tant que consultante. Et puis, j'ai dépeint un petit peu l'activité chez mon client principal et puis Inda. Donc, il y a beaucoup de choses, en fait. Donc, forcément, moi, en travaillant chez moi, il y a toutes les eau, électricité, chauffage, déchets. Forcément, je travaille en digital, donc il y a tout cet impact-là. Tout ça, c'est sur le cloud, il n'y a pas de serveur dédié. Pour aller chez mon client principal, là, en fait, j'ai la chance d'habiter tout près, donc j'y vais le plus souvent à pied. Si je dois faire une course, j'y vais en voiture pour combiner les deux, mais sinon, c'est à pied. Donc là, chez mon client principal, il y a eau, électricité, chauffage. Data center, c'est aussi sur le cloud. Et alors là, c'est du pharmaceutique. Donc, il y a intervention de matières premières qui peuvent en partie arriver directement chez le client, mais surtout chez des sous-traitants. En fait, c'est une société assez virtuelle, donc tout est sous-traité. Donc, si on part de la production et de la formulation, etc., là, forcément, il y a toutes les matières premières qui peuvent être chimiques ou issues de composés naturels, ça dépend. Il y a tout ce qui est... pour certains projets, il peut y avoir du plastique aussi qui peut être réutilisé. En fait, il y a plusieurs types de plastique. Forcément, chez les sous-traitants, il y a leur propre bureau, leurs propres travailleurs. On fait des études cliniques et des études sur animaux aussi, donc oui, c'est le sujet qui fâche souvent, mais voilà, maintenant il y a énormément de législation dans le domaine qui font que on favorise toute la base du développement pharmaceutique, c'est favoriser la sécurité, traiter le minimum de personnes dans les études cliniques, avoir des designs qui sont bien faits d'études cliniques pour respecter les patients. Et pareil pour les animaux. Les animaux sont beaucoup mieux traités en labo d'études spécifiques pharmaceutiques qu'à l'université, par exemple. Et voilà. Mais on travaille aussi forcément, vu que c'est des projets qui viennent de l'université, il y a cet impact-là aussi à rajouter. Oui, il y a les collaborateurs chez mon client principal qui, eux, se déplacent le plus souvent en voiture pour venir. Ils peuvent aller visiter les sous-traitants et donc faire des voyages en avion, en train, en voiture. Là, il y a un gros impact potentiellement. Et oui, voilà, les investisseurs, conseil d'administration, etc. Là, on passe par la création d'événements. Pour eux, souvent, c'est en location de salle.
Donc, oui, forcément, le pharma, ça a un gros impact. Mais voilà. Et côté INDA, INDA, c'est forcément dans le développement durable. Donc, INDA, pour celles qui ne connaissent pas, c'est une association active dans l'accès à l'éducation et le respect des femmes et des enfants dans les pays en voie de développement. Donc forcément, ça a un bon fond. Maintenant, le but est de contrôler les projets à un maximum. Le but, c'est de passer par des projets et des organisations locales. Donc, c'est y aller de temps en temps. Moi, personnellement, j'ai accompagné Stéphanie à Madagascar l'année dernière. Et donc, là, c'est des voyages en avion rapidement. Mais on est toutes les deux dans l'optique aussi de pas gaspiller les voyages en avion, c'est de rester le plus longtemps sur place. C'est pour ça que moi aussi, j'essaye de faire évoluer ma consultance pour faire un maximum de digital et pouvoir continuer à travailler même en étant à l'étranger. Donc, on essaye de contribuer comme on peut. Oui, non, il n'y a pas de souci. Et donc, ça donne quand même, en tant que consultante, en effet, ton scope est extrêmement large, ton flux est extrêmement large. Et donc, à un moment donné, donc c'est chouette de pouvoir le dessiner, de prendre conscience et sur base de ça, de se dire, OK, sur quoi est-ce que je pense avoir le plus d'impact et sur quoi est-ce que je vais me prioriser, sur quelle bulle est-ce que je vais travailler le plus parce qu'elle est dans… C'est là que j'ai la capacité de faire bouger les choses. Alors, peut-être que ce n'est pas là qu'il y a le plus de coûts CO2, c'est peut-être pas là qu'il y a le plus de pollution. Mais par contre, moi, je sais que je peux avoir un impact et je ne vais pas m'épuiser ni me rendre malade pour quelque chose de toute façon. Enfin, le pharmaceutique, en tant que consultante du secteur pharmaceutique, tu peux les influencer, tu peux les motiver, mais tu ne vas pas changer l'industrie pharmaceutique tout de suite. Non, non, c'est pas possible de révolutionner. Et maintenant, forcément, mon but, c'est de choisir toujours des projets qui ont un vrai sens positif pour le patient au final, parce que c'est toujours le patient au final. Certaines entreprises sont dans le profit à crever, mais ici, là, mon client principal, c'est vraiment des bons produits qui vont sortir pour les patients. Et justement, on travaille dans l'inhalation, par exemple. On développe, vous connaissez tous les puffs qu'on utilise, il y a des gaz propulseurs dedans, c'est pas bon pour l'environnement. Là, il y a quelque chose d'innovant qui va sortir sans gaz propulseur, quoi. Voilà. Maintenant, ça utilise du plastique quand même. Oui, mais c'est ça. Mais donc, en fait, le truc, c'est d'avancer aussi. Et j'imagine que pour Camille aussi, c'est important chacun à sa place peut avoir une zone d'influence et c'est chouette d'avoir le big picture, comme on dit, vraiment de voir le scope global pour pouvoir comprendre. Valérie et Zayan, est-ce que vous aviez envie de revenir par rapport à vos propres flux? Vous aviez envie de partager votre expérience? Non. Zayan? Moi, tu as déjà pas mal résumé, hein, sauf que je pense pas qu'on a tant de camions que ça, c'est plutôt juste la poste. Donc, je sais pas si on peut vraiment compter ça en tant que tel. Mais on n'a pas des gros camions qui nous livrent des trucs. Et alors, par contre, nous, au niveau de la voiture, moi, je fais quand même Liège-Bruxelles au moins 3 fois semaine. Donc, ça, c'est quand même un assez gros pôle, je pense. Et au niveau des events, le fait que nos events soient dans toute la Belgique, donc effectivement, ça nécessite énormément de déplacements. Ouais. Et donc, c'est vraiment l'idée que sur base de cela, comment est-ce que vous pouvez peut-être présenter en fait ce flux à la direction de votre entreprise ou en tout cas à quelqu'un qui serait un peu sensible à ça et qui aurait un peu de pouvoir, mais surtout de se dire qu'est-ce que je pourrais trouver comme idée, comme solution pour peut-être réduire justement le transport des personnes ou favoriser, je ne sais pas, moi se dire on va faire 5% de covoiturage pour le prochain event des WOWO et on se donne ça comme challenge, ou se dire moi en tant qu'individu, je veux réduire de 5% mes trajets en voiture, etc. D'accord? Je vais continuer à avancer, sinon je vais me faire gronder. Mais ça va, je pense qu'on est clairement dans les temps. J'ai encore… C'est jusqu'à 13h30, c'est ça, Zayan? Oui, on va dire jusqu'à 13h30, 40, voilà. On est cool, pas de souci.
Donc, vous pouvez faire aussi l'exercice des parties prenantes. C'est un exercice que je fais en accompagnement, en fait, et que je propose dans le cadre du cours que j'ai développé en ligne. Ça vaut vraiment la peine de le faire. J'ai eu l'occasion de le faire avec des patrons, des CEO, et ils disaient, ah oui, mais ça permet vraiment de voir l'entreprise sous un autre regard et d'envisager les choses complètement autrement, genre vraiment autrement, quoi, comme ils n'avaient pas tout de suite pensé à ça, parce que ça permet aussi d'identifier des opportunités de business et des menaces en fait pour l'entreprise en disant mais il faut qu'on prenne ça à bras le corps parce que potentiellement ça pourrait nuire à la réputation de l'entreprise ou simplement la fragiliser par rapport à la rétention du personnel, etc. Ou au contraire, tiens, là il y avait un besoin et on ne l'avait pas identifié. Et donc la carte des parties prenantes, donc d'une part on essaie d'identifier toutes les parties prenantes qui sont autour de l'entreprise. Et puis, quand on est vraiment dans une démarche au niveau entrepreneurial, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on fait des interviews exploratoires. Ça veut dire qu'on va rencontrer, en fait, les différentes parties prenantes, on les interviewe, vraiment, on prend du temps, des interviews vraiment qualitatifs, et on essaie de comprendre les différents besoins, et ça nous permet, en fait, de les prioriser dans ce qu'on appelle une matrice de matérialité. Je ne vais pas vous en parler, c'est un outil vraiment extrêmement puissant, et ça permet de identifier c'est quoi les enjeux les plus importants pour l'entreprise et les plus importants pour les parties prenantes, et donc de prioriser en fait la stratégie RSE de l'entreprise. Donc là, on ne va pas le faire, et puis je pense que c'est un petit peu un gros outil pour des entreprises de type indépendant ou des TPE, parce qu'on n'est pas forcément, on n'a pas le temps ni les moyens de s'offrir une matrice de matérialité. D'accord? OK. Et donc, une fois que vous avez fait votre cartographie des flux ou vous avez fait votre cartographie des parties prenantes, moi, ce que je vous propose, en fait, c'est de mesurer et de monitorer ce que vous faites. Et donc, on va faire simple. Normalement, enfin, donc, dans les best practices, on fait ce qu'on appelle un bilan carbone. Mais de nouveau, je trouve que c'est un peu too much pour une indépendante, pour une TPE, de passer dans un bilan carbone. Après, vous pouvez le faire et je peux vous envoyer des outils qui vous permettent de le faire en ligne. C'est un peu à la louche, mais le but du jeu, c'est plutôt d'avoir un indicateur. Mais globalement, moi, ce que je vous invite, c'est de dire, tiens, en 2020, combien est-ce que j'ai consommé d'électricité? Combien est-ce que j'ai consommé de mazout ou de gaz? Combien est-ce que j'ai consommé de mètres cubes d'eau? Combien de kilomètres est-ce que j'ai parcouru avec ma voiture? Ou combien de litres d'essence est-ce que dans mon entreprise on a utilisé? Combien est-ce que j'ai fait de kilos de poubelle? Alors ça, c'est assez compliqué, sauf si vous êtes dans une entreprise qui paye un système de puces, etc., ou vous êtes dans une commune qui pèse vos poubelles. Mais sinon, se dire, tiens, combien est-ce que j'ai mis de poubelles? Et peut-être ne dire que par mois, tiens, par mois, combien de poubelles est-ce que je mets? C'est vraiment intéressant. Puis, s'il y a d'autres fournitures, mettez-les. Au niveau de votre serveur, vous pouvez regarder tous les mois dans votre facture, par exemple, moi de Proximus, je sais en fait combien de mégas j'ai poussé et combien de mégas j'ai téléchargé. Et donc, c'est une manière d'aller chercher ces informations. Alors, 2020, c'est une année un peu particulière parce qu'on a eu confinement et donc on ne peut pas dire que c'est l'année la plus représentative, en tout cas par rapport à ce qu'on connaît. Je ne sais pas ce que l'année nous réserve. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est dire, tiens, je vais prendre un mois, genre le mois d'octobre ou le mois de novembre, parce que ce mois-là, il est assez représentatif d'un mois de vie normale dans l'entreprise, et décider que c'est mon mois standard, mon mois étalon. Et sur la base de ça, vous essayez en fait de vous donner des objectifs et de vous challenger par rapport à ça. Et là, j'ai mis quelques indicateurs, mais choisissez-en moins en fait, parce que, je veux dire, surtout parmi les WOWO, si vous êtes indépendante ou à la tête d'une TPE, on n'a pas le temps et je sais bien que vous courez après les minutes. Donc, choisissez 3, 4, 5 indicateurs, mais engagez-vous à un quart d'heure par mois. Ça, je vous jure, ça ne prend pas plus qu'un quart d'heure. En plus, ça va aller vite, plus vous allez souvent le faire et plus ce sera facile. Mais vous prenez la photo du compteur d'eau, la photo du compteur électrique, vous allez regarder votre facture Proximus ou équivalent, vous gardez le nombre de poubelles parce que vous avez peut-être mis des petites barres juste devant l'endroit où on met les poubelles pour sortir. Vous regardez votre compteur et de votre voiture ou le compteur, vous demandez à toutes les filles ou les collaborateurs qui sont dans votre équipe, OK, combien tu as fait de kilomètres ce mois-ci? Combien de trajets en train? Combien de trajets en métro? Combien de fois en vélo? Et mettez-vous des petits compteurs, mettez-le même peut-être dans la cuisine où vous mangez tout ensemble ou tous ensemble, et mettez-vous et vous le notez et vous vous challengez. Et peut-être que vous pouvez décider, on ne va pas travailler sur tout, on va d'abord travailler sur l'électricité ou plutôt sur les poubelles. Vraiment le truc qui génère le plus de sensibilité. En fait, ce qui est le plus important, c'est de se mettre en route, de commencer par quelque part
et d'avancer progressivement, d'accord? Parce que si on travaille sur tout et surtout, vous avez rien à faire des moyens limités et que 24 heures dans une journée, c'est compliqué de faire tout à la fois. Et donc, globalement, en fait, l'idée, c'est de vous mettre en route et de définir pour votre entreprise une ambition en matière de développement durable et d'équilibre social qui soit vraiment excitante. Ça veut dire chercher un truc qui vous rend vraiment de bonne humeur, qui va vous apporter de la joie, qui va vous apporter de la fierté, comme l'exemple de Frédéric qui a décidé d'acheter en fait du matériel de son entreprise pour le donner. Et je lui ai demandé, est-ce que tu fais d'autres choses sur d'autres aspects? Il dit non, pour le moment, c'est la seule chose qu'on fait, mais on le fait à fond. Et évidemment, on le fait ici pour l'hiver, mais en fait, on le fait tout le temps. Dès qu'on a l'opportunité, on le fait. Enfin, en fait, il dit, je ne dis jamais non, en fait. Je trouve une solution pour dire oui. Et donc, vous pouvez faire deux choses. D'un côté, je vous invite très, très fortement à réduire votre impact. Et d'autre part, à contribuer à trouver une solution pour favoriser la situation. Vous pouvez supporter l'association INDA, je fais une petite pub, j'en profite, mais il y en a plein d'autres associations que vous pouvez soutenir. La bonne nouvelle, donc, je vous ai dit, ça va vous permettre de réaliser des économies, ça va vous permettre de vous renforcer par rapport à votre vision, à la raison d'être de votre travail. Et puis, vous choisissez votre combat. Vous allez peut-être dire, moi, c'est plutôt la petite enfance, moi, c'est plutôt tout ce qui est pollution, ou non, moi, je suis très, très sensible à l'agriculture, le bio, etc. Et ça dépend, vous avez peut-être préféré la biodiversité ou dire je vais réduire mon déchet ou je vais travailler sur tout ce qui est égalité homme-femme ou diversité, peu importe, c'est vraiment chacun va le faire en fonction de ce qui vibre pour lui. Et puis pour des idées très pratico-pratiques, très opérationnelles au jour le jour, je vous ai mis un ensemble d'actions qui sont à très faible impact en matière de temps et de minutes dans votre vie. Par exemple, faites la chasse aux vieilles ampoules et passez au LED. En plus, aujourd'hui, les LED sont devenus quand même beaucoup plus accessibles. Je vous promets que vous allez voir, mais de manière radicale, en mode on-off, la différence sur votre facture d'électricité. Coupez votre ordinateur le soir. Le nombre de gens qui laissent l'ordinateur en veille, coupez votre ordinateur et puis coupez aussi, vous savez, la petite prise rouge là, de votre multiprise, coupez-les. Coupez votre box le soir, coupez votre box le week-end, coupez le box quand vous quittez le bureau. Alors, ça ne va pas vous faire des économies de sauvage, mais globalement, c'est entre 30 et 40 euros par an. Moi, 30 ou 40 euros par an, je fais autre chose avec. Je ne sais pas vous, mais moi, je préfère, quoi. Donc, coupez-le. Alors, pour le chauffage, zut, je vois que c'est tout qui a bougé. Pour le chauffage, mettez un pull, vous la connaissez. Rénovez vos joints et puis faites la chasse au courant d'air. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que la température peut être bonne, mais vous avez quand même froid. Et donc, en fait, ce qu'il faut, c'est enlever tout ce qui génère des sensations de froid. Donc, faites la chasse au courant d'air. Je suis bien placée pour le dire parce que j'habite dans une maison qui est très peu rénovée, une vieille maison. Et donc, en fait, même si j'ai 21 degrés, oui, péché mignon, 21 degrés dans la maison, j'ai quand même froid. Donc, j'ai commencé à chasser les courants d'air et vraiment, ça m'a permis d'augmenter. Et puis, sinon, ce que je fais, c'est que je bouge aussi. Ça augmente mon rythme cardiaque et du coup, j'ai plus froid. Et bon, c'est parce que je suis complètement tarée. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est installer des limitateurs de débit dans vos robinets. Ça, c'est un truc tout bête con. Il y en a qui sont en vente chez Ikea, qui sont de très bonne performance. Ou alors, je ne sais pas si vous avez ça dans votre entreprise, mais dans l'entreprise dans laquelle je travaillais avant, on allait aux toilettes, on mettait nos mains et on avait une cellule qui allumait directement l'eau. On se lavait les mains. Mais en fait, cette cellule faisait aller l'eau super longtemps. Et donc, on était déjà en train de sécher nos mains, que l'eau continuait à couler. Et bêtement, en fait, on a demandé au plombier de venir et il a réduit d'un tiers la durée d'eau en fait qui coulait. Et c'est une perte et du coup une économie d'eau qui est juste extraordinaire. On a enlevé plein de petites choses dans l'entreprise en commençant à faire la chasse à des petites économies. Donc, au niveau de la voiture, diminuez votre vitesse. Donc ça, c'est une petite histoire à moi. Avant, donc j'étais dans une entreprise, j'avais une voiture de société et je ne payais pas mon carburant. Et je ne roulais pas à 120 km/h. Maintenant, je suis indépendante, je paye ma voiture, je paye mon carburant et j'ai diminué de manière assez drastique la limite de vitesse. Donc, je respecte en fait les limites de vitesse. Avant, avec mon plein, parce que j'ai un plein de 60 litres, je faisais 900 km avec mon plein et j'étais très fière de moi. Maintenant, mon challenge, c'est vraiment mon challenge, je veux absolument y arriver à chaque fois. Et donc, du coup, je suis sous la réserve qui clignote comme ça. Je fais 1100 km avec mon plein. Je m'organise et donc, du coup, je roule plus doucement, je suis moins agressive sur la route,
je fais attention à freiner et à profiter de la vitesse de pente des routes parce que je veux absolument arriver à 1100 km. Et je dis, donnez-vous comme challenge de faire la même chose. C'est tout con, c'est tout bête. Et en plus, c'est gay, quoi. Ah non, je veux crever, il faut que je réduise pour pouvoir récupérer ma moyenne. Donc, ça, c'est assez amusant à faire. Faites un stage d'éco-conduite. Donc, ça a été prouvé pour les entreprises, surtout si vous avez beaucoup de voitures de société. Faites des stages d'éco-conduite. Vous allez vraiment, d'une part, réduire en fait votre consommation, mais surtout, vous allez réduire votre taux d'accident et votre assureur va être super content. Ça va faire des économies au niveau de votre prime d'assureur, mais de manière assez drastique. Donc, ça, c'est aussi une manière de faire des économies. Et puis, sinon, prenez le vélo. Pour vos poubelles, vous pouvez faire des ateliers zéro déchet sur le temps de midi ou en entreprise en matin. C'est super gai à faire. La passer au gourde, mais ça, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le font. Buvez de l'eau du robinet dans laquelle vous mettez une tranche de citron. C'est con, voilà, ça c'est vraiment du 100% zéro déchet. Et puis, challengez votre équipe pour faire un zéro déchet challenge. Donc, de nouveau, dans l'entreprise où j'étais, où on a installé la RSE, on avait des petits sachets pour le sucre, des petites touillettes, des petites trucs pour le lait, enfin bref. Et avec Vanessa, qui s'était en charge de ça, elle a commencé à installer le zéro déchet dans l'entreprise et on a enlevé au fur et à mesure un maximum de choses. Une fois par mois, on fait le petit déjeuner de l'info à l'époque, enfin, depuis ça a changé. Et donc, on offrait le petit déjeuner au personnel. On a commencé à chercher en fait des fournisseurs qui étaient locaux. Donc, on a acheté dans le village ou la commune où on est établi avec les bureaux et on a demandé vraiment du zéro déchet. Et donc, on a éliminé tout genre de choses. On a arrêté d'acheter, désolé, mais dans les grandes surfaces, on a acheté local. Et aussi, on a repartagé. Évidemment, on avait un compost. Vraiment, on a mis en place. Et donc, le patron, le nouveau patron est allé jusqu'au point de dire, on va enlever la poubelle bleue. Je ne veux plus de bouteilles en plastique dans mon entreprise. À chaque étage, il y avait 2 poubelles, une poubelle bleue et une poubelle pour le papier. Aujourd'hui, ces poubelles, elles ont presque plus de raison d'être parce que d'abord, on consomme presque plus de poubelles de papier dans cette entreprise-là, tellement ça a été réduit de manière drastique. Mais aussi, les gens, ils ont bien compris qu'ils ne peuvent pas venir avec quelque chose qui va dans une poubelle bleue. Et du coup, ça a eu un effet vraiment assez phénoménal sur le fait des poubelles. Et non, ils ne remettent pas ça pour autant dans les poubelles tout venant parce que voilà, la conscience écologique est assez montée forte dans l'entreprise. Et c'est entre autres grâce à ces petits mouvements et le fait de montrer que l'entreprise le faisait qui fait que ça a changé. Donc, on est passé, on avait des trucs pour essuyer en papier. Maintenant, c'était des rouleaux en tissu qui étaient lavés, etc. Et donc, ça a permis de réduire. En termes de coûts, ça fait bouffe, ça fait équilibre en fait dans l'entreprise. D'autres choses que vous pouvez faire, donc forcément, c'est ça, choisir une version écologique et locale à toutes vos fournitures. Même les post-it, ils existent en papier recyclé. Acheter bio, acheter Fairtrade, et puis trouver des fournisseurs engagés. Et si votre fournisseur, vous l'adorez trop et que vous ne voulez pas en changer, envoyez-lui un mail et lui dites « Je t'aime beaucoup, fournisseur chéri, j'adore ce que tu fais, seulement, est-ce que tu n'aurais pas une version plus écologique pour ton produit? Ou est-ce que tu peux me dire comment tu fais pour réduire l'impact de ton produit? Parce que pour moi, c'est vraiment un problème, j'ai envie de continuer à t'acheter, mais ça me pose un souci, quoi. » Et sinon, donc, au niveau web, réduisez le poids de vos pages web, s'il vous plaît. Réduisez le poids des images, utilisez ce qu'on appelle le live coding, choisissez un serveur qui est beaucoup plus écologique, utilisez vos PC pendant beaucoup plus longtemps, utilisez vos mobiles pendant beaucoup plus longtemps. Au niveau financier, choisissez une banque éthique. Mettez par exemple, moi j'ai un compte uniquement pour la TVA et l'ONSS. Donc chaque fois que je reçois une facture, la partie qui m'est payée pour la TVA, je la mets de côté parce que je sais que de toute façon je ne peux pas y toucher. Et donc ce sont des comptes sur lesquels il n'y a finalement pas tellement de flux. Ce flux, il est sur Triodos. Donc du coup, tous les 3 mois, il y a de l'argent qui repart par là. Comme ce n'est pas le truc qui est plus compliqué. Pour l'instant, tous mes comptes ne sont pas encore dans une banque éthique. Mais j'espère qu'à terme, je vais avancer pour pouvoir arriver vers quelque chose de plus en plus éthique. Mais voilà, c'est le temps de bouger mes petites habitudes. Acheter de seconde main. Donc, pour l'instant, je cherche du matériel de seconde main. D'ailleurs, pour information, je lance un appel. Je cherche une chaise de bureau noire de seconde main. Et parce que je n'ai pas du tout envie d'aller acheter chez Ikea. Je sais qu'elle ne coûte pas cher, je sais qu'elle est confortable, mais je ne veux pas acheter du neuf. Donc, voilà, j'essaie d'acheter de seconde main. Et puis, soutenir une association. Donc, ça, je pense qu'on en a déjà parlé. Un truc que vous pouvez faire, c'est former vos équipes. J'organise moi des fresques du climat avec Valérie Viatour, justement, vendredi, on a participé à une fresque. Et c'est vraiment une super chouette manière de faire un team building en entreprise et de sensibiliser aux enjeux du climat. Et après, en fait, c'est facile de demander à vos collaborateurs et à vos membres de votre équipe de passer à l'action parce qu'en fait, ils ont tellement compris et intégré les enjeux qu'ils veulent bouger, quoi, ils veulent s'y mettre. Et puis, devenez curieux, renseignez-vous, développez la sobriété. Et puis, sinon, suivez la formation en ligne que je lance au mois de novembre.
Il y a encore plein d'autres idées. Il y a, attendez, oups, elle est là. Et donc, consommer autrement, concevoir autrement, soutenir financièrement, donner votre temps, donner vos compétences. Donc, ça, c'est vraiment tout ce qui est métier d'incompétence. Donner votre réseau. Donc, je prends encore l'exemple qu'on avait fait. Donc, je travaillais dans une entreprise qui avait un énorme réseau de clients et de fournisseurs. Et en fait, on a travaillé, mais de manière extrêmement intense avec Natagora. Et on a donné à Natagora nos moyens de communication. Donc, chaque fois qu'on communiquait vers nos clients et vers nos fournisseurs, Natagora avait de la visibilité dans toutes nos communications. Et on a incité nos fournisseurs à devenir des partenaires de Natagora. Et quand ils le devenaient, on valorisait ces fournisseurs-là aussi. Donc, on a vraiment votre réseau, entre guillemets, c'est quelque chose qui est immatériel chez vous. Et pourtant, c'est une richesse qui est énorme. À partir du moment où vous mettez votre réseau à disposition de l'association que vous avez décidé de soutenir, c'est aussi une manière, entre guillemets, qui ne vous coûte rien et c'est un vrai win-win parce que les gens voient que vous vous investissez. Et puis, influencez vos clients de manière discrète, mais cohérente, montrer que vous agissez et donnez leur envie d'agir aussi. Et puis, alors, j'ai 3 propositions, puis après, je me tais. Pour aller plus loin, je vous propose soit, en fait, de vous inscrire. J'ai créé une newsletter qui est vraiment faite pour les WOWO. L'idée, c'est que vous inscrivez et une fois par mois, vraiment une fois par mois, vous recevez une newsletter qui est super simple, extrêmement courte. Et dedans, vous avez un challenge que je vous invite à relever. Vous n'êtes pas obligé de le faire et qui est cohérent par rapport à le moment de l'entreprise. Et aussi l'actualité, qu'est-ce qui se passe pour le moment. Et donc, c'est une manière pour vous de, si vous le faites avec votre entreprise ou avec votre activité professionnelle, vous pouvez le communiquer et ça fait caisse de résonance par rapport au reste. Donc, vous pouvez vous inscrire à un challenge par mois. Si vous dites non, j'ai envie d'aller beaucoup plus loin, je n'ai pas beaucoup de temps, mais j'ai vraiment envie d'inscrire mon activité et de réfléchir, de prendre le temps de réfléchir, mais en même temps, j'ai quand même pas beaucoup de temps. Et ça, c'est vraiment une formation qui est seulement faite pour les indépendants et les TPE. L'idée, c'est on se voit une fois par semaine pendant 5 semaines. Ça dure 1 heure. Pendant 1 heure, je vous explique un concept. Je vous donne des clés en fait pour avancer. Vous avez un exercice que vous faites pendant une demi-heure. Vous avez la semaine pour le faire et le partager avec le groupe. Et puis, on avance. Et donc, au bout des 5 semaines, vous savez où vous en êtes, vous avez compris les enjeux, vous avez défini votre stratégie, vous avez vraiment votre ligne de route. Et puis, vous savez aussi comment vous allez pouvoir le communiquer et du coup, générer l'adhésion en fait de votre communauté autour de ce projet de développement durable pour l'entreprise. La troisième manière, alors, c'est de le faire carrément en équipe et de dire, non, on est assez grand en fait dans notre entreprise et moi j'ai envie que Valérie tu viennes et donc dans ce cadre-là moi j'anime en fait des ateliers avec vous et on crée de nouveau cette même stratégie mais de manière beaucoup plus spécifique avec des outils et une fois par mois on se voit et je fais du coaching pour vous aider à avancer au bout et au fur et à mesure de l'année. Mais donc dans ce cas-là c'est plus simple, c'est de comprendre de quoi vous avez besoin et on se met d'accord sur vos besoins au téléphone. Et voilà, et donc j'ai terminé ma présentation. Merci beaucoup, Zayan. Valérie. Oui, je voulais savoir, est-ce que quelqu'un avait des questions pour Valérie, peut-être? Si vous n'en avez pas, moi j'en ai en fait. Question pragmatique en fait. Les voitures hybrides, qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'il y a quand même la batterie en fait. Donc en fait, je pense que la voiture hybride, aujourd'hui c'est une fausse solution, d'accord? Donc je comprends le concept de la voiture hybride et c'est un sujet qui est assez difficile à débattre juste comme ça en 5 minutes. Ouais. Je dirais que le mieux, la meilleure alternative à la voiture, c'est pas de voiture. Oui, bah oui, ça évidemment. Et la problématique de la voiture hybride, pour moi, c'est qu'elle déplace le problème. Alors je sais qu'en disant ça, je vais générer un débat et des furies, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et en fait, c'est pas prouvé aujourd'hui, quoi qu'en dise le lobbying des voitures électriques, que les voitures électriques polluent moins que les voitures diesel ou essence. Simplement, on déplace le problème et on met la pollution ailleurs. Donc, j'entends, le jour où on aura de l'électricité qui est verte, des batteries qui ont une durée de vie de 1000 ans, alors on pourra en discuter. Ah oui, et aussi des pneus qui ne polluent pas du tout et qui ne laissent pas du tout de petits déchets sur la route. Oui. Donc voilà, c'est beaucoup trop compliqué en fait. Oui. Je vais éteindre ça.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Du coup, moi, j'ai des questions pour vous. J'aimerais Oui. bien, si c'est OK pour vous, hein, parce que du coup, ça vous met un peu mal à l'aise, je vous ai en full visu. J'aimerais avoir, tiens, qu'est-ce que vous avez pensé de cette présentation et est-ce que ça répondait à la question que vous aviez avant de commencer, en fait, ce webinaire? Globalement, est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Je me lance. Oui. Bah, j'avais pas spécialement de questions. Je voulais voir un aperçu et je trouve que c'est bien de voir qu'on peut agir sur plein de choses différentes et que du coup, on peut y aller petit à petit. Et c'est autant l'environnement que la société, en fait. Voilà. Personnellement, je pense que j'interagis plus sur la société, mais étant indépendant, travaillant à domicile, etc., et moi-même essayant de faire un effort sur mon impact, voilà, je me dis qu'il y a déjà ça. Et au niveau humain aussi, je trouve qu'il y a aussi la chose, travaillant dans un milieu de requins un petit peu, je trouve que le côté humain par rapport au personnel, etc., n'est pas toujours top. Et là j'essaye aussi d'avoir un impact. Bon, j'ai beaucoup d'empathie, donc je sens quand les gens ont besoin de quelque chose et j'essaye d'agir là-dedans. C'est pas toujours écouté, mais je me tais pas. Tu utilises ton pouvoir d'influence. Voilà. Est-ce que Camille ou Valérie, vous avez envie de réagir? Valérie a décidé de se taire aujourd'hui. Oui, mais moi je suis venue un peu par curiosité aussi. Mais j'ai envie de dire que j'ai appris plein de choses. Par exemple, moi je travaille de la maison depuis mars, et donc j'ai l'impression vraiment que j'ai pas d'impact, alors que c'est pas vrai du tout, vu que j'avais pas pensé du tout au data center, parce que dans ma tête c'est vraiment, ça me touche pas quoi. Alors que si, je savais pas non plus que les pneus laissaient des traînées sur la route, ce genre de choses, j'étais pas au courant. Après, bon, ça me semble de faire beaucoup de sens et je crois vraiment que c'est les entreprises qui, enfin, comment on dit bottom down, non bottom up, c'est ça, hein, les entreprises qui doivent commencer à faire de l'impact et pas les gouvernements. Donc ouais, je crois beaucoup. Voilà, parce qu'on voit bien par exemple L'Oréal qui a commencé, enfin voilà, c'est du greenwashing, mais ils commencent de toute manière à être un petit peu plus éco-responsables, même si c'est pas vrai, mais parce qu'ils ont vu la menace des autres entreprises qui arrivent et qui font du non-déchet, etc. Donc, on voit que ça fonctionne de ce sens-là. Donc, ouais, je trouve que c'est super intéressant. Merci, en tout cas. Oui, je vais rebondir par rapport à cette histoire de greenwashing et des grandes entreprises. Ouais. En fait, il y a énormément de grandes entreprises qui bougent beaucoup à leur manière de fonctionner et qui avancent. Et aujourd'hui, elles sont targuées de greenwashing. Et la problématique, c'est vraiment d'arriver à avoir un impact qui est cohérent par rapport à l'influence, en fait, à l'aura d'une marque. Et plus l'influence, plus l'aura d'une marque est grande, et plus, en fait, les attentes du public sont très, très grandes et vraiment presque inatteignables. Alors, il faut vraiment dire, il y a énormément de choses qui bougent, quoi. Les 2 dernières années, il y a un boom en matière de prise de conscience, de développement durable, d'investissement dans les grandes entreprises pour bouger. Je vous promets, moi, je tombe sur des exemples mais tous les jours et c'est mon petit bonheur. C'est vraiment c'est mon chocolat à moi, c'est de découvrir toutes ces entreprises qui bougent. Donc, L'Oréal, on peut les targuer de greenwashing et pourtant, ce qu'ils font, ils le font quand même pour le diminuer. C'est juste que justement, quand on fait l'équilibre entre l'impact et la réduction d'impact, ils sont loin d'être vraiment loin d'être à l'équilibre, quoi. Et donc, si jamais vous décidez de partir dans une stratégie RSE, c'est important de le communiquer et c'est important de communiquer avec authenticité et dire on sait qu'on n'est pas du tout arrivé, on n'est pas parfait, mais par contre, on est en chemin et on est à l'écoute de vos avis, de vos propositions d'amélioration, de vos conseils pour nous aider à. Et c'est une bonne manière aussi d'éviter d'avoir des ouais, mais vous êtes des gros pollueurs. Mais non, en fait, bien sûr qu'on le sait, enfin, je veux dire, comme tout le monde. Donc, on avance doucement. Vous avez envie de nous aider, mais surtout, soyez les bienvenus. Qu'est-ce que vous avez comme idée? Ah, merci pour votre idée, quoi. Parce que souvent, les entreprises ont peur de dire oui, mais on ne va pas le dire parce que
on va avoir une mauvaise réputation. Mais en fait, vos consommateurs attendent avec impatience que vous communiquiez et que vous expliquiez ce que vous faites. Vous avez d'autres remarques, envie de partager d'autres choses? Non. Non, pas forcément. Enfin, le reste, c'est très clair. C'est juste que j'ai l'impression que je n'avais pas une vue très holistique. Je pensais à des choses et pas à d'autres. Donc, ça m'a ouvert les yeux, c'est tout. Voilà. Ah bah, tant mieux. Moi, j'ai appris beaucoup de choses aussi, Valérie, parce que ça me paraissait tellement vaste et je trouve que tu as vraiment bien listé, expliqué. Et surtout avec le schéma WOWO, c'est vraiment très, très visuel. Donc, c'était chouette de voir vraiment l'impact qu'on peut avoir en réseau comme ça. Et finalement, paraît pas tellement insurmontable de faire quelques petits efforts pour améliorer tout ça. Donc, non, c'est super chouette de voir, de pouvoir en fait vraiment séparer les choses comme il faut et de pouvoir voir sur quoi on peut agir. Donc, merci beaucoup pour ta présentation. Ouais, top. Oui, je dois vous avouer que la cartographie des flux, j'adore en fait cet outil. Je trouve que alors, c'est gay parce qu'on dessine. Voilà, désolée. Et parce qu'en fait, c'est en le dessinant, on dit ah ouais, mais il y a ça, ah ouais, il y a ça, ah ouais, et du coup, ça permet vraiment d'avoir une vision globale de tout. C'est tout con, quoi. Je veux dire, c'est accessible à n'importe qui. On peut le faire en famille avec ses enfants, dire bah, regarde ce qu'on fait, voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez reproduire pour d'autres choses, quoi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire et puis ces échanges et puis d'avoir participé à l'exercice aussi. C'est gai de vous voir faire. Merci Valérie. Merci beaucoup. Merci. Et donc, du coup, chez WOWO, on finit toujours les workshops par le tour des je veux. Donc, les je veux sont les demandes à l'univers. Ça peut aussi être des demandes plus concrètes du type je veux un contact presse ou je veux un feedback sur mon site ou je veux même trouver un maçon. On ne sait jamais si vous avez une maison à rénover. Donc, voilà, pareil que pour la météo interne, on se lance la balle. Valérie, puisque tu as l'habitude, je te laisse commencer. C'est Valérie. Ouais, Valérie Géron. Eh bien, en fait, moi, mon je veux, c'est que d'ici demain, 13h33, vous décidez de faire un truc qui va vous permettre d'avoir un impact par rapport à la situation. Et pas n'importe quel impact, un impact qui vous fait vraiment donner le sentiment de ouais, enfin, vraiment qui vous enthousiasme en fait. Faites un impact qui vous enthousiasme. Donc, sortir la poubelle n'est pas un truc qui vous impacte de manière enthousiastement. Donc, choisissez un truc. Laissez-vous réfléchir On pendant va le une faire en musique. Oui, mais sinon, allez courir pour Inda. Et, Oui, bah voilà, voilà. moi je suis dedans, hein, c'est bon. Mais je serai à partir de demain, je l'ai promis, je l'ai promis. Et donc voilà, d'ici 24 heures, choisissez et passez à l'action pour faire un truc qui vous enthousiasme en matière de développement durable. On relève le défi. Alors, je vais lancer la balle à Camille. Oui, alors moi, c'est un truc un peu plus concret. En fait, je recherche simplement un professeur de néerlandais, mais de néerlandais des affaires à un niveau à peu près C1. Voilà, j'ai pas réussi à trouver. Est-ce que tu lances la balle, Camille? Je lance la balle à Valérie. Ah, mais voilà, moi, ce que je voudrais, c'est démarrer rapidement un projet concret RSE avec une nouvelle partenaire. Les dés sont jetés, hein, donc normalement, ça ne devrait pas trop traîner. Valérie, tu envoies la balle à qui? Ah oui, à Zayan. Alors, moi, je ne sais pas si vous êtes intéressé par un atelier de lecture rapide, mais c'est le prochain workshop qu'on a chez WOWO, donc je vous invite à vous inscrire. Et donc, je pense qu'il reste Ludivine, c'est ça? Ou tu l'as Oui. déjà dit? Ludivine. Alors, je veux une chose, je dois dire. Non, je veux continuer à fédérer autour du challenge INDA, donc Move for INDA, pour qu'elle puisse récolter l'argent qu'il faut pour rénover une école au Sri Lanka. Super, je mettrai le... En fait, je vais vous envoyer un mail donc, avec tout ça, avec les je veux. Valérie, si tu veux que je reparle aussi de l'accompagnement que tu proposes, si tu as peut-être 3 slides que je puisse mettre dedans. Ou oui, je te les enverrai, je t'enverrai les URL. Ouais. Et du coup, je mettrai aussi le lien pour Move for Inda. Comme ça, vous aurez toutes les infos dans ce mail-là.
Dis Camille, pour un prof d'anglais, c'est un particulier que tu cherches ou parce que sinon, accent langue, moi je trouve qu'ils sont très bons en fait. C'est néerlandais en fait, mais oui, ok. Accès en langue, c'est Accent langue, accent langue. Je suppose qu'ils ont des bureaux un peu partout. En général, c'est des très bons profs. Il y a des tests en ligne, il y a des outils en ligne et c'est possible aussi avec les chèques formation langue. Mon amie Réla, justement, qui vient de Liège et qui fait partie de Accent Langue. Donc, si tu veux, je te mettrai aussi le contact dans le mail. Ok, super. Ouais, ça m'intéresse. Oui, c'est juste, j'ai pas pensé, il y a Mirella. Oui, c'est vrai. Mais je ne sais pas s'ils font cours individuel chez Accent Langue, à voir. Ah, mais c'est vrai que j'ai une amie, j'y pense pas. J'ai une amie qui donne aussi des cours en entreprise aussi, mais à mon avis, des cours particuliers. Donc, oui, tu peux aussi m'envoyer ses contacts. Je vais retrouver, oui. Super. Ben, je vous remercie toutes. Valérie, je te remercie pour ton intervention et j'espère qu'on fera d'autres workshops comme ça ensemble. Et du coup, je vous souhaite une bonne après-midi et j'espère que vous avez apprécié le petit moment passé ensemble. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Bon après-midi.